Et bienvenue les amis dans le 395e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est tout simplement le podcast des passionnés pour les passionnés. 395e épisode du Coup Tordu. Juste avant d'attaquer l'épisode et de recevoir notre invité de ce podcast, Lucas De Rossi, j'ai besoin de vous les amis. Voilà, je vais vous prendre quelques secondes. Vraiment c'est important, si vous avez vous-même quelques secondes devant vous, dès que vous êtes garé dans un petit coin, dès que vous avez le smartphone sous le coude, d'aller sur Apple Podcast et de nous mettre tout simplement 5 étoiles. J'ai envie que le podcast avance, j'ai envie qu'on continue de faire des choses tous ensemble, et aujourd'hui tout se passe un petit peu sur Apple Podcast. Ça permet de mieux référencer le Coup Tordu, ça permet de monter tout simplement dans les algorithmes, d'être mieux référencé. Donc vraiment, je vous l'assure, c'est ultra méga important. Donc j'ai envie de dire, nous mettre 5 étoiles, c'est également vous mettre 5 étoiles. J'ai envie qu'on vous propose de plus en plus de choses. Donc si vous avez quelques secondes, allez nous coller 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, ça permettra de faire avancer le Coup Tordu. Dans l'épisode précédent, nous étions avec Yanis Voisard, Yanis Voisard de la Tudor, qui a dépolarisé son année 2025. On s'est projeté également sur l'année 2026, un épisode que vous retrouvez bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Je vous annonce aussi ce qui va se passer pour la suite du podcast. Il y a plein d'invités qui sont prévus. Pierre Barbier qui a annoncé il y a quelques heures son transfert du côté de la Terengganu en Malaisie. Ça tombe bien, c'est en lien avec le podcast et notre invité de cet épisode, Lucas De Rossi. Prévu également Andrea Missud qui signe du côté de la Polti, Alexis Guérin qui se lance dans la chanson en parallèle de sa carrière de coureur cycliste, Jordan Jegat, 10e du dernier Tour de France, qui reviendra dans le podcast, Clémence Latimier de Ma Petite Entreprise qui est prévu, Guillaume Soula de la fameuse équipe Euro Cycling, une équipe complètement hallucinante. Et puis une surprise avec le retour de François. Alors rappelez-vous, François, il travaillait chez deux bookmakers. On avait fait un épisode avec lui qui est d'ailleurs l'épisode le plus écouté de toute l'histoire du Coup Tordu, qui s'appelait Dans la tête d'un bookmaker. Un François qui a travaillé chez deux groupes bookmakers français, qui a balancé un petit peu les secrets de tous ces bookmakers. Et on va faire bientôt l'épisode 2. Voilà, avec François qui sera de retour courant du mois de décembre dans le podcast. À bientôt la 400e également. On vous prépare une énorme surprise pour la 400e du Coup Tordu. On va faire ça comme il se doit. Et donc il est avec nous dans le podcast et on est super content de le recevoir, monsieur Lucas De Rossi de la China Anta Mentech, qui est avec nous dans le podcast. Comment tu vas, Lucas? Écoute, ça va bien, tout va bien, et quelques semaines de vacances, on va dire, et là ça fait déjà 2 semaines que j'ai repris le sport et le vélo petit à petit, en perspective de la saison 2026 qui va arriver assez rapidement comme chaque année, avec l'hiver qui passe quand même à une vitesse folle. Bon, on va parler de tout ça, Lucas. Je suis pas tout seul pour te recevoir dans le Coup Tordu. Monsieur Thibaut, alias Latib, dans le podcast. Tu vas bien, mon Thibaut? Oui, j'espère qu'on m'a pas entendu éternuer juste avant, et je suis content d'être dans ce podcast avec toi. Un peu triste que Enzo ne soit pas là, même si, Lucas, il y aurait peut-être eu quelques moments de divergence entre vous. On sait que tu as un cousin éloigné qui a joué du côté de la Roma. Enzo est un fan de foot, mais un fan de la Juve. Donc, est-ce que ça aurait été conflictuel, toi qui es peut-être supporter de la Roma? Je ne sais pas. En tout cas, on ne serait pas allé sur les terrains un peu plus sombres des résultats mitigés de la Squadra. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est pas, on va dire, l'OM et Paris, il n'y a pas son impact. Si on parle OM PSG, là, ça peut être différent. On ne touche pas à l'OM. J'ai vu ça en préparant le podcast. T'es un cousin éloigné de Daniele De Rossi, qui est entraîneur de la Genoa, je crois, en ce moment. Oui, c'est ça. Et là, je crois qu'il a dû arrêter la saison dernière d'être entraîneur. Mais oui, un petit peu, en fait, l'historique, c'est que au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de mon grand-père, ils étaient 5 frères et sœurs, et lui, c'est un des fils des frères et sœurs de mon grand-père. Et par exemple, mon grand-père, lui, il est venu en France. Il a eu un frère qui est allé au Canada, un autre qui est allé en Hongrie et en Allemagne. Et après, il y en a 2 ou 3 qui étaient restés en Italie, et lui, il sort d'une fratrie des frères et sœurs de mon grand-père.
Voilà pour la petite anecdote autour de Daniel. Voyager est une histoire familiale et visiblement dans ce podcast, on va voyager avec toi. Oh que oui. T'as eu l'occasion de le voir, tu l'as rencontré dans ta vie On rappelle quand même un légende de la Roma, Daniele De Rossi. Oui, légende de la Roma, aussi champion du monde en football en finale contre la France. 2006. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens de mon grand-père, depuis il est décédé, mais il était avec nous pendant la finale et c'était un petit peu, lui il était italien mais à la fois il était français. C'était un petit peu, on va dire, une finale délicate et au final il a été champion du monde avec eux. Mais après, oui, tout ça pour dire mon grand-père maintenant ça fait 15 ans qu'il est décédé. Moi 15 ans en arrière j'avais 10-15 ans. Du coup j'ai pas eu la chance de le rencontrer et parce qu'après dans les familles comme ça où il y a plusieurs fratries, chacun prend un petit peu sa route et automatiquement il y a un petit peu toute la famille qui s'éloigne, mais c'est un petit peu la vie des générations qui grandissent, on va dire. Oui, c'est vrai que voilà, vous tous à l'écoute du podcast, on connaît pas tous nos cousins au deuxième degré. C'est vrai. C'est ça. Bon, Lucas, on va revenir un petit peu. Donc voilà, Marseillais, tu es en Chine maintenant depuis 2022. China Glory, maintenant China Anta Mentec. On va revenir sur cette carrière, sur ce parcours totalement hallucinant. Alors t'as démarré ta carrière pro du côté de la Delco, t'étais à domicile, voilà, la Delco Marseille où t'as passé 4 grosses années, 4 années et demie. Même avant, hein. On peut remonter à la pomme. Hein. On peut remonter à la pomme. Oui, même avant, parce que un petit peu pour l'historique, j'ai fait 10 ans de VTT en fait. Le VTT, je suis arrivé au VTT parce que c'était un petit peu plus ludique que la route, surtout quand t'es un petit peu enfant. Parce que tourner autour des boîtes de concert pendant une après-midi entière quand on va dire t'as 10 ans ou même dans des petites catégories, c'était pas ce qui me plaisait. Moi j'avais envie d'un petit peu de m'amuser, de se faire plaisir et du coup j'ai commencé un peu par des courses régionales en VTT. Ensuite Coupe de France, Coupe du Monde en VTT et après je suis arrivé à un point, j'étais espoir 2, j'avais envie de voir d'autres choses, de changer parce que le VTT j'en avais fait le tour. Et du coup arrivé à la Pomme, à Marseille, c'était l'équipe un petit peu espoir de Delco. Et de là, fin d'année, j'avais été déjà stagiaire, en 2016, et après j'ai signé mon premier contrat pro direct. Est-ce que pendant toute cette période à la Delco, est-ce que tu avais déjà des envies de grands voyages? Est-ce que tu t'imaginais, à un moment donné, aller courir pour une équipe chinoise? J'ai envie de te dire que peut-être à la fois oui et non. Parce que ma première course en tant que stagiaire, ça a été la Chine. Ça a été une très belle expérience et peut-être aussi avec ma plus grosse chute que j'ai eue dans ma carrière pour le moment. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. Espérons. Mais du coup, ça a été un petit peu un début, on va dire, mouvementé avec cette grosse chute et avec un gros voyage aussi, que c'était un petit peu les premiers gros voyages. Et ensuite, Delco, à l'époque, on courait quand même pas mal en Chine. Et moi, ça me dérangeait pas de faire le voyage d'aller en Chine, ça me plaisait. Et même, j'ai toujours été un petit peu attiré vers l'Asie. Et du coup, j'ai envie de te dire à la fois oui et non, parce que quand tu débutes une carrière, on va dire, en Europe, c'est sûr que tu peux pas t'imaginer qu'il y a aussi des équipes qui sont à l'étranger, qui sont dans l'Asia Tour, qu'il y a plein de courses. Mais à la fois, c'était quelque chose qui m'attirait parce que j'aimais aussi cette partie du monde, on va dire, toute la partie asiatique. Et voilà. Bon, parfait, Lucas. On va revenir rapidement donc sur la Delco. À l'époque, t'as connu Binyam Girmay, donc qui a couru 1 an et demi avec toi, il me semble, qui était donc aussi à la fin de l'arrêt de la Delco. Est-ce que déjà à l'époque, t'avais perçu que c'était un talent hors norme? Est-ce que t'as été surpris de la suite de sa carrière? Surpris non, parce que quand on l'a vu arriver, il y avait tout le monde, tous les coureurs, tout le staff, quand on se doutait qu'il y avait une petite pépite qui arrivait là, parce que c'était vraiment un petit peu entre guillemets c'est l'Africain qui débarquait ici en Europe. C'était vraiment ses premiers coups de pédale. Et on a vu ça directement dès les stages qu'il y avait quelque chose, que c'était un gros potentiel. Et je crois qu'après, il avait couru sa première course à la Missa Bongo et il avait déjà aligné les premières victoires directement. Même si c'est à la Missa Bongo, que c'est en Afrique ou autre, encore des fois on dit que c'est des courses exotiques, il faut regarder la start list, il y a quand même pas mal d'équipes européennes. Et ça annonçait quand même une belle couleur pour lui, quoi. Et
ça s'est vite vu que c'était un talent, quoi. T'as une petite question, Thibaut? Non, pas du tout. Il en a vu passer des talents aussi qui sont passés par la Delco et qui actuellement font quand même les beaux jours du World Tour. Même si c'est dominé principalement par une équipe, il y a quand même des résultats qui sont allés chercher par des anciens coéquipiers de Lucas. Oui. Quand on regarde un petit peu l'effectif qu'on en avait à une certaine époque, ça a quand même de l'allure, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que pour revenir à Vignam, c'était un talent, c'était un bosseur, c'est tout ensemble. Alors du coup, non, c'est pas une surprise qu'il soit aujourd'hui à ce niveau-là, et c'est tout à fait logique. Moi, il y avait un coureur dans cet effectif, alors d'ailleurs qui est complètement invisible sur les réseaux sociaux. J'espère qu'il va bien et qu'il a une vie complètement atypique. Et toi, est-ce que tu as des nouvelles de Justin Jules? Non, pas du tout. D'accord. Voilà. J'ai vu quelques petites nouvelles par un coureur qu'on avait eu dans le podcast. Histoire complètement atypique. Moi, je rêve d'avoir un jour. Oui. Non, je l'ai pas eu. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Après, au final, on n'a pas fait longtemps ensemble aussi parce que quand l'année où il est arrivé, il est tombé. Il a eu cette chute. Sur le Saudi Tour. Au niveau de c'est ça, au niveau de la cheville, je crois que ça l'avait touché. Et au final, je l'ai connu, on va dire, 3-4 mois, quoi. Le stage de décembre, janvier, février, et après, malheureusement, c'était fini, quoi. Il a eu cette chute, le Saudi Tour, ça doit être en février, je crois. C'est ça, ouais. Du coup, voilà. Ouais, qui a un petit peu mis fin à sa carrière. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que Justin. Moi aussi. Que Justin va bien. Salut Justin, on espère que tu vas bien. On l'embrasse. Voilà. Au moment de l'arrêt de la Delco, Lucas, qu'est-ce qui se passe? Alors, on rappelle pour tout le monde, la Delco s'arrête, je crois, juste avant le Tour de France, à l'été 2021. Tu signes en Chine donc pour l'année 2022. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelques mois entre les deux. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu sais rapidement que tu vas aller en Asie? Est-ce que raconte-nous un petit peu. Oui, comment ça s'est passé déjà? Cette année-là, ça a été très très dur parce que du coup, moi déjà dès le début, j'ai pas beaucoup couru parce que ça a été compliqué un petit peu avec le nouveau manager qu'il y a eu dans l'équipe, tout ça. Du coup, j'ai pas eu énormément de jours de course. Du coup, les jours de course que j'ai eu, la forme elle était pas là. Et après l'équipe, pour te corriger, je crois que le déroulé, ça, on l'avait appris en août que ça allait s'arrêter, et l'équipe, elle a été fermée officiellement en octobre après Paris Tour, je crois, parce que du coup, ils nous ont cassé tous les contrats, c'était en octobre. Et de là, moi, j'avais mon hiver à faire, et en octobre, j'avais toujours pas de contrat, j'avais toujours rien avec la Chine, je le savais même pas. Et ensuite, avec mon entraîneur, Sid Kaya, j'ai pris la décision, et même lui, on en a parlé, de reprendre un hiver comme si ma saison a démarré en janvier. Et des fois, ça n'a pas été facile parce que te réentraîner sur où ça peut être perfect, tu sais pas où tu vas, tu sais pas quand est-ce que tu vas reprendre la saison, est-ce que tu vas la reprendre un jour. Mais au final, ça s'est fait, et avec aussi son aide, son support, je le remercie. Et ensuite, ça m'a permis aussi d'avoir cette motivation, de continuer à chercher une équipe. Et ça s'est fait tout au hasard. J'ai eu un appel en décembre, c'était fin décembre, pour un nouveau projet qui se montait pour les Chinois. À la base, c'était pour les Jeux Olympiques de Paris, pour faire progresser les Chinois, pour qu'ils puissent monter sur le ranking des nations, pour qu'ils puissent accéder au moins à un minimum une place au JO. Et du coup, moi, je leur ai dit que moi, c'était un nouveau projet, une expérience qui matchait avec moi. Et du coup, à partir de là, il y a ce projet qui est né et cette équipe qui est née. Tu faisais partie des coureurs. Il y avait eu des reconnaissances, il me semble, sur le parcours des Jeux Olympiques, avec des coureurs de ton équipe que tu avais. Ouais. Tu oui, j'étais. On est allé une semaine à Paris. Et tout ça pour faire la reco de tout le circuit un petit peu chaque jour du circuit, pour qu'ils prennent aussi un petit peu l'acclimatation de la France, de Paris, parce que il faut savoir que c'est totalement différent de la Chine, de ce qu'ils peuvent connaître, aussi de niveau alimentation, parce que c'est pareil, c'est totalement différent.
Et ça a été quand même quelque chose qui, je pense, qui les a aidés parce que qui a aidé le coureur qui a été au JO parce qu'il n'y en avait qu'un. Et au moins ça l'a permis aussi de voir un petit peu les points dangereux, un petit peu dans Paris comment ça roulait. On les avait fait à pied la montée de Montparnasse, des petits détails comme ça, mais que lui au final il avait jamais trop connu. Et c'est une certitude. Moi je pense que ça l'a aidé. En plus on a pu voir qu'il avait fini les Jeux Olympiques. Du coup c'était comme une victoire pour nous parce qu'on le savait, l'équipe nationale, ils savaient très bien qu'il n'allait pas ramener une médaille sur le cyclisme, mais l'objectif c'était qu'il finisse et ça a été atteint quoi. Et quand tu es arrivé dans cette équipe sur cette première année, on voit quand même sur ton calendrier de course que c'était quand même pas mal européano-centré. Beaucoup plus que les dernières années. Ça fait aussi partie de la balance dans ton choix d'aller vers cette équipe. Ouais, au début, on savait pas trop quelle course on allait participer parce que l'équipe elle s'est créée en décembre. Les premiers contacts, après ça s'est fait du coup en janvier. Et petit à petit, on a eu le calendrier. Après, on avait la première année, on a eu une base à Nice. En France, avec Amael Monard et il y avait Martine Tadzinski aussi qui était dans l'équipe au management. Du coup, à partir de là, on a eu quelques invitations sur l'Europe Tour et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait toujours les histoires de Covid en Chine et les courses en Chine, elles n'avaient pas encore repris. Et après ça, les courses en Chine, elles ont repris l'année d'après. Du coup, on a eu automatiquement les courses chinoises, on va dire, dans notre calendrier qui sont mises et c'est des courses qui sont obligatoires et importantes pour l'équipe, quoi. D'un point de vue pratique, quand t'es Marseillais, tu signes en Chine, est-ce que tu peux toujours continuer à être domicilié en France, dans ton lieu de vie, ou est-ce que ça implique d'avoir un déménagement ou peut-être un deuxième lieu de vie proche de ton équipe ? Ouais, je vais peut-être te faire rigoler, mais je suis passé du niveau 0 de la mer, on va dire, et le Marseillais qui connaissait pas la neige, à un Marseillais que maintenant il vit en altitude et qui vit dans la neige parce que je vis en Andorre maintenant. D'accord. Et du coup, voilà, oui, il y a eu un déménagement. Après, pour des raisons XY, ma copine elle est toujours sur Nice. Je vais la rejoindre à partir de demain et après. Là, on a commencé des démarches pour qu'elle puisse venir travailler peut-être en Andorre, tout ça. Du coup, espérons que 2026 nous ouvre les portes, qu'on soit tous les deux maintenant ensemble, rassemblés en Andorre. Voilà. Donc on peut rester en Europe et vivre en Europe et avoir un contrat à l'autre bout du monde. Si je dis pas de bêtises, Lucas, il me semble qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui vit aussi en Andorre. Je crois que Willy Smith vit aussi en Andorre, non ? C'est ça, il vit en Andorre, il vit exactement, on est à 15 minutes peut-être en vélo, on va dire, entre chez lui et chez moi. Et du coup, on se voit régulièrement. En plus, pour l'anecdote, lui aussi il est arrivé à la création de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est un coéquipier que ça fait le plus long, c'est en termes de durée, on va dire. Là, on va entamer la 5e saison tous les deux l'an prochain. Du coup, ça va faire ça va faire 5 ans qu'on est coéquipiers. Et du coup, c'est sûr, il y a des liens qui sont créés. Moi, je connais du coup sa femme, ses filles, sa famille. Du coup, on passe aussi des moments entre guillemets aussi entre amis hors du vélo ensemble. Et c'est sûr, c'est une belle rencontre. Et en plus, qu'il vit en Andorre, du coup, on est comme voisins, quoi. Lui, c'est quand même un sacré personnage parce que il a une histoire de dingue. Il a une histoire de vie, mais de dingue. Oui, c'est. Ouais, pour l'anecdote aussi, il est dans l'équipe, mais il a aussi un coffee shop en Andorre. Ouais. Où on peut voir un petit peu sur son vélo, un petit peu toute son histoire, et du coup, c'est aussi, et c'est à son image, c'est tout en étant un petit peu relax et sérieux. Ouais. Il y a un petit peu des canapés, tout ça. C'est un petit peu une ambiance à part et c'est sympa. Il sert ça va du cappuccino au matcha latte, au thé, au petit gâteau et même au toast, avocat, saumon, tout ça. Du coup, il n'hésite pas à se lancer dans certains projets et c'est quelqu'un, oui,
Moi, j'aime le personnage. Ouais. Non, mais oui, il a l'air. Hein, voilà, tu m'arrêtes si je dis c'est une bêtise. Il est sud-africain. Je crois que petit, il s'est retrouvé embrigadé, il me semble, dans une mafia ou dans un gang, un truc comme ça. Et globalement, c'est le sport, c'est le vélo qui lui a sauvé sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour les gens qui le connaissent pas, ou même pour toi, tu peux aller voir il a une chaîne YouTube aussi. D'accord. Il fait plein de petites vidéos par rapport à l'équipe ou par rapport à des moments où il va s'entraîner. Du coup, c'est un petit peu des moments ludiques où c'est un petit peu des choses qu'on voit pas normalement derrière la caméra. Du coup, c'est pour ça, c'est un petit peu rigolo. C'est des moments un petit peu, voilà, de plaisanterie, tout ça entre nous. Du coup, c'est sympa aussi. Oui. Ouais. Vas-y, Thibaut. De ton côté, du coup, tu disais que tu habitais en Andorre, mais quand tu vas faire tout ce qui est circuit asiatique, c'est des allers-retours entre l'Andorre et la Chine, ou c'est vraiment t'as un pied à terre du côté du continent asiatique et t'y restes pendant une bonne période? Ouais, et je vais te donner un exemple. Par exemple, sur une saison, ça fait de janvier, normalement, on a un stage avec tout ce qui est présentation d'équipe. Ensuite, on a une première partie, là, cette année, on a fait tour de Thaïlande et dans la foulée, tour de Hainan. Du coup, on est resté, moi j'ai fait les 2 courses, du coup on est resté sur place. Il n'y avait qu'une semaine entre les deux, entre la fin de tour de Thaïlande et le début de Hainan. Et ensuite, j'ai passé après aussi juillet et une partie d'août en Asie. Et ensuite, septembre, une partie d'octobre aussi en Asie. Du coup, ça m'a fait 3 semaines, on va dire, en Europe fin août. Mais toute cette partie, après, il y a tellement de courses. Du coup, on n'a pas de logement fixe. Mais déjà, quand tu es en course, on est logé à l'hôtel de la course. Et après, l'équipe nous loge dans des hôtels, toute l'équipe ensemble. Du coup, voilà. Après, on se retrouve tous ensemble. Après, on varie. Selon les hôtels, si on doit, par exemple, il y a Tour de Kingailek qui est en altitude, du coup, si on doit être logé avant, on va aller se loger en altitude. En septembre, c'est plutôt des courses avec un climat chaud, du coup, ils nous logent plutôt dans des climats au sud de la Chine où il fait des chaleurs assez tropicales. Du coup, ça dépend, on n'est jamais au même point fixe et l'équipe, non, on n'a pas d'appartement, on est tous un peu, on bouge plus ou moins selon le climat de la course qu'on va avoir surtout, c'est surtout par rapport à ça, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ton adaptation à cette nouvelle équipe? Moi, j'ai envie de te dire que quand je suis arrivé, je parlais pas un mot d'anglais. Oui. Et du coup, je parlais pas aussi un mot de chinois. Bon, maintenant, mon chinois, je peux pas te dire que je parle chinois parce que mais tu comprends. Tu as des notions. Je comprends, on va dire les bases. Bonjour, merci, je m'appelle Lucas. C'est déjà bien. Ouais, oui, puis, et quand t'es à table d'un petit gambé pour dire santé, c'est tout. Oui, voilà. Des bases qui tournent autour de tout ça. Et ou sinon des petites conneries que les coureurs nous apprennent. Mais bon, voilà. Mon chinois, on va dire, je parle pas un chinois couramment. Mais du coup, quand je suis arrivé dans l'équipe, je parlais pas chinois, je parlais ni anglais. Et quand du coup, on voit que dans l'effectif, il y avait que des gens qui parlaient anglais, qu'il y avait un Américain la première année, qu'il y avait un Hollandais, 2 Hollandais et même Willy, du coup Smith, qui parle anglais parce qu'il est Sudaf. Et moi qui étais là, du coup, ça a été, je savais pas trop ce qui se passait. Et après, au final, au bout de quelques mois, mon anglais s'est réveillé, on va dire. Et aujourd'hui, je parle un anglais pas parfait, mais je parle un anglais courant, on va dire. Et j'arrive à me faire comprendre. Et voilà, et c'est le principal. Et on va dire que ça a été le premier choc quand je suis arrivé dans l'équipe, que la première visio tous ensemble, j'avais bouche cousue parce que je pouvais rien dire, je comprenais pas ce qu'il me disait, je pouvais rien dire, voilà. Ouais, t'en fais pas, les meilleurs coureurs du monde, certains ont eu du mal, et on pense à un double champion du monde français où ses débuts en anglais, c'était pas trop ça. Voilà, c'est ça. Ah ouais, Loulou, ouais, non, il a bossé. Comme toi, Lucas, voilà, il a travaillé. Voilà. Il a bossé. Il a bossé son anglais. Je parlais de Willy Smith il y a quelques minutes. Alors il y a un coureur aussi qui est voilà, on nous a beaucoup posé la question qu'on regardait, un grand gaillard qui claquait pas mal de courses, Xiangxing Liu. Voilà, si je le prononce bien, qui a
plus couru une course depuis le mois de février l'année dernière. Je me dis, j'ai pas mal de questions et moi aussi je me demande qu'est-ce qui se passe. Il est où? Non, écoute, il va très bien. Lui, par contre, j'ai des nouvelles. D'accord. Et je le vois aussi. D'accord. Il va très bien, il est heureux. Et en fait, il faut savoir que il s'appelle Liu Xinxing. Ouais. À la base, c'est un VTTiste. D'accord. Et voilà, il s'est mis à la route pour des raisons XY parce qu'il voulait faire de la route. Et même exactement, moi, je le connais pas. C'est parce qu'il voulait faire un peu un double calendrier. Et il s'est avéré qu'en route, il est quand même fort. Ah, il est fort. Il est bon. Coup, oui, Ah, il est très bon. Ah, oui. Et oui, ça du grimpe, coup, ça sprint, ça punch, c'est très complet, quoi. C'est ça, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris part aussi au projet avec nous. Et l'objectif, c'était de l'amener, du coup, lui, au JO à Paris. Ça a été une mission accomplie. Et après les JO, il a eu besoin quand même, ça a été un gros stress pour lui. Parce qu'il supportait quand même, au final, toute la pression d'un pays, d'une fédération autour de lui. Et il a eu besoin de retourner en VTT cette année. Mais en VTT, cette année, il a quasiment tout gagné en Chine. Et même au niveau Asie, parce que je crois qu'il est vice-champion d'Asie aussi, il n'est pas même champion d'Asie. Et le seul impératif pour lui, ça a été de faire les championnats d'Asie en début de saison et qu'il les a gagnés aussi en route, quoi, en Thaïlande. Et à partir de là, à partir de février, c'est pour ça qu'il est allé faire toute sa saison en VTT. Mais je peux pas le garantir, mais je pense que peut-être l'an prochain, on pourra le revoir. Il y a rien de sûr encore, mais je pense que peut-être qu'il pourra faire quelques courses, qu'il va peut-être lâcher son VTT pour revenir un petit peu sur le vélo de route. Après, c'est le genre de profil qui est assez bien avec la nouvelle réforme des points UCI où en termes de pluridiscipline, et justement ton équipe peut en bénéficier parce que peut y avoir aussi peut-être un peu de pistard où c'est quand même bien apprécié sur le circuit asiatique. C'est un type de profil qui est malgré tout intéressant pour ces points qui peuvent être assez précieux pour le ranking de l'équipe. Oui, c'est parce qu'il apporte beaucoup de points, il arrive à grimper, il arrive à sprinter. Même moi, il sprint pas sur des sprints massifs, mais je suis sûr qu'il peut avoir la puissance pour sprinter sur un sprint massif aussi. Du coup, c'est un coureur qui est complet et pour arriver à switcher du VTT à la route et continuer à gagner, même si c'est en Chine au niveau du VTT, il faut quand même avoir un sacré moteur et être fort quand même au niveau technique, c'est un tout, quoi. C'est un sujet dans ton équipe, les points UCI? Ça l'était pas, mais ça va peut-être le devenir déjà à partir petit à petit. On verra à partir de l'an prochain. Mais oui, ça va peut-être devenir un objectif petit à petit, quoi. Parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines d'une éventuelle montée de l'équipe en pro team. Alors est-ce que c'est des conneries qui circulent sur les réseaux ou est-ce que ça aussi ça fait partie des discussions? Pour l'an prochain, tu m'apprends quelque chose parce que même moi j'étais pas au courant. Après des fois je me déconnecte un petit peu des réseaux, mais après j'ai envie de te dire c'est une rumeur, mais c'est pas une rumeur parce que c'est sûr que ils ont cet objectif là, mais plutôt à long terme, j'ai envie de te dire. Mais oui, ça reste quand même sur du long terme un objectif et ils ont un seul rêve, je pense, c'est de participer à un grand tour. Et je pense que ils y arriveront un jour tôt ou tard. Et aussi ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir que la Chine et même l'Asie en général, c'est un continent qui est en train d'émerger. Et ça ne me surprendrait pas d'avoir quelques équipes au niveau World Tour ou même Pro Conti dans quelques années, quoi. Même d'avoir 2 ou 3 au niveau World Tour et 2 ou 3 aussi au niveau Pro Conti, ça m'étonnerait pas du tout. D'ailleurs, il y a les pas en 2026, je veux dire, mais sur du long terme, ça m'étonnerait pas, quoi. Tu nous parles un peu de l'essor de ce continent asiatique. Malheureusement, aussi, on voit du côté européen qu'il y a peut-être un peu plus de casse avec l'arrêt de l'Arkea, la fusion de la Inter et de la Lotto, qui ramène beaucoup d'Européens sur le marché. Est-ce que tu en vois particulièrement aussi cette année, se diriger peut-être un peu plus vers le continent asiatique? Oui, déjà, l'année 2025, il y a eu beaucoup de coureurs qui sont arrivés à l'Asia Tour.
Et je pense que c'est aussi un circuit qui intéresse de plus en plus comparé à quelques années en arrière, que certains coureurs pouvaient penser l'Asia Tour c'est les vacances, l'Asia Tour ci, l'Asia Tour là. Okay. Mais les coureurs qui pensent ça encore aujourd'hui, ou même les staffs qui pensent encore aujourd'hui ça, je pense que il faut aller goûter. Et on reviendra, et je pense qu'ils reviendraient vite sur leur idée parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, c'est pas un problème, hein, c'est que les coureurs qui étaient dans du World Tour, ils arrivent sur l'Asia Tour, du coup, on va parler en watts, quoi. Les watts, qui étaient en World Tour l'année d'avant, ils se retrouvent sur des courses asiatiques, du coup, automatiquement, le niveau, il s'élève de plus en plus et c'est pour ça que ce continent, il est en train d'émerger et ça progresse de plus en plus, quoi. Ton téléphone, du coup, voilà. Il sonne un petit peu plus qu'avant, tu reçois un petit peu plus de prise d'informations de coureurs que t'avais pas du tout avant. Ouais, des fois ça arrive de recevoir quelques messages parce que les coureurs sont intéressés ou autre. C'est à la fois c'est bien parce que ça prouve que l'équipe elle attire et que aussi on va dire que toutes les équipes asiatiques attirent parce que peut-être que quelques années en arrière certains coureurs se seraient dit j'envoie même pas un message des équipes asiatiques, je préfère arrêter ma carrière. Et aujourd'hui, ça prouve que ces courses-là, ces équipes-là intéressent et c'est quand même bien pour le futur, pour une potentielle, on va dire, progression pour l'Asia Tour, pour toutes les équipes asiatiques, quoi. C'est un peu la prophétie de Bernard Hinault. Tu la connais, Lucas? Bernard Hinault. Tu la connais, sa prophétie? Dis-moi. Bernard Hinault, il a souvent dit en interview, tu la connais toi Thibaut? Non, vas-y, dis-moi, ou alors elle m'est sortie de la tête. Bernard Hinault, pendant très très longtemps, il expliquait tout le temps que au niveau de la pratique du vélo en Chine, qui est utilisé comme un moyen de déplacement, de locomotion, qui est ultra méga développé, lui il expliquait que le jour où les Chinois allaient se mettre réellement et sérieusement au vélo, globalement ils pourraient écraser les grands tours et que en plus comme il y a 1 milliard de Chinois, lui il pense que potentiellement il y a des coureurs, des champions qu'on jamais, qui n'ont pas été détectés. Il disait que le jour où ils en prendront conscience, ils allaient vraiment faire très très mal. Oui, parce qu'il a vu l'émergence des Colombiens et du continent sud-américain. Donc forcément, pour le moment, on n'a pas encore vu l'émergence de ce continent asiatique qu'on voit de plus en plus, peut-être un peu plus du côté du World Tour en fin de saison, mais ça pourrait changer avec aussi une réforme à venir du calendrier World Tour où il y a peut-être des idées à aller chercher du côté de l'Asie. Oui, j'allais dire aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on parle des Colombiens. Les Colombiens, on sait qu'ils ont une génétique avec l'altitude, mais il faut savoir qu'en Chine aussi, il y a une grosse partie de la Chine qui se situe en altitude, tous les plateaux tibétains et toute la partie aussi de la région du Qinghai, où on a aussi une course autour de Qinghai Lake. C'est des zones qui sont à minimum à 3000 mètres d'altitude et des zones où tu restes tout le temps à 3000 mètres d'altitude minimum. Du coup, automatiquement, les gens qui vivent dans ces zones-là, ils ont pas du tout la même génétique que nous. Et on sait que l'altitude, c'est ce qui fait aussi des Colombiens un petit peu leur force. Du coup, c'est ces Chinois qui sont dans ces parties-là de la Chine. C'est sûr que ça peut très vite aller pour eux et ça peut faire aussi de très gros talents et de très belles performances, quoi. On va reparler un petit peu à la fin du podcast de ce développement du circuit asiatique. Mais Lucas, on va revenir sur ton année, sur ta saison 2025, avant de se projeter sur l'année 2026. Comment tu la juges un petit peu toi cette année 2025? J'ai un petit peu l'impression qu'il y a eu que ça s'est un petit peu déroulé en deux parties, avec une deuxième moitié de saison où t'as été très performant. Oui, on va dire que c'est même pour c'est un petit peu aussi ma performance, elle est aussi un petit peu à l'image aussi de l'équipe. On a eu un petit peu c'est la même conclusion. C'est une très bonne année, on va dire, mais sans victoire. Parce que si on regarde en termes de points UCI ou autre, ou en termes de place, faut que ce soit pour moi ou pour l'équipe, on a toujours eu des bonnes places pour l'équipe. Sur des sprints, on a toujours tourné autour, le sprinter a toujours tourné autour du podium. 2e, 3e, 4e.
Moi, c'est pareil, sur des arrivées qui me convenaient un petit peu plus. Ça a toujours été autour du podium ou pas loin. Mais il n'y a eu jamais cette victoire qui nous a manqué toute la saison. Du coup, c'est un petit peu le point noir, on va dire, de la saison. Mais oui, après, pour moi, perso, cette saison, le début d'année, c'est pas que ça a été un petit peu plus difficile, c'est que j'ai commencé sur le Tour d'Algérie. J'ai eu une intoxication alimentaire. Ah oui, c'est la question que j'allais te poser. dire... On a vu beaucoup de coureurs qui ont été un peu sur le Tour. Parce que moi, je t'attendais un petit peu mieux sur le Tour d'Algérie, mais ouais, il y a eu pas mal de touristas. J'avais vu ça. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on va dire que j'ai eu la tourista pendant une durée indéterminée, pendant 5 jours. Ça a été un petit peu l'enfer. Je m'arrêtais au bord de la route. Et même un jour, je me suis arrêté dans le fictif. Je me demandais comment j'allais finir cette étape. Mais au final, j'ai fini la course parce que le problème, c'est qu'on était en plein milieu de l'Algérie, au sud. Du coup, il n'y avait pas de moyen pour, on va dire, arrêter la course et repartir. Du coup, le mieux, c'était d'aller au bout de la course. Et c'était chose faite. Et après, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait Tour de Thaïlande, des courses comme ça. C'était des courses qui étaient plutôt plates. Du coup, ça a été plutôt pour les sprinters. Et c'est notre force aussi dans l'équipe. On va dire que on est tous un petit peu des collègues et c'est un esprit un petit peu comme une grande famille. Du coup, on n'hésite pas à se mettre chacun, on sait que ça tourne tôt ou tard. Et c'est pour ça, quand il y a eu des arrivées, par exemple Tour d'Hainan, il y a eu une bosse, mais après ce qu'il y a, c'est qu'il y avait encore 30 km avant l'arrivée, du coup ça a fait un petit groupe, et du coup il y avait un autre coureur de l'équipe qui allait quand même un petit peu plus vite que moi au sprint. Du coup ça a été une première partie de saison, on va dire, plutôt dans un rôle de coéquipier, et après la deuxième partie de saison, on va dire à partir de juin, où ça a été vraiment un petit peu pour moi on va dire jusqu'à la fin de saison une bonne forme physique que je suis arrivé à maintenir et j'en suis satisfait parce que c'est pas facile de tenir toute une forme physique pendant autant de temps et avec des longs voyages aussi qu'il faut tenir compte, avec des décalages horaires aussi, et ça a été bien géré et j'en suis content. Après, est-ce que c'est pas aussi ton biorhythme qui serait adapté aussi en fin de saison? Je vois en faisant à peu près ton historique des saisons où vraiment, même à Marseille, sur certaines saisons, le mois d'août-septembre, t'as vraiment des belles performances. Oui, déjà, même moi, j'aime bien ces mois-là parce que j'aime bien déjà la partie été où quand il fait chaud. Du coup, automatiquement, mon corps, il s'est petit à petit habitué à performer à ce moment-là. Et du coup, je sais que chaque année, à partir de juin, juillet, je passe à un gros cap physique. Et ça, j'arrive à le tenir normalement jusqu'à la fin de la saison après. On en parlait avec Yanis Voisard dans le dernier épisode. Lui, il nous disait que son truc, c'était plutôt le mauvais temps. Toi, c'est plutôt l'inverse. Hein. Tu te sens mieux sous la chaleur. C'est ça. Je viens de Marseille. Il faut pas l'oublier quand même. Il y a quand même la génétique et tout ça qui ressort. Non, oui, j'aime bien la chaleur. Après, j'ai toujours aimé quand il faisait très chaud. Plus il fait chaud, plus j'aime bien, plus j'aime. Et du coup, c'est sûr que ça y participe pour la fin de saison, on va dire, pour les courses et les performances. Est-ce que tu t'es retrouvé un jour dans une course en Asie, quelque part, où tu t'es retrouvé la course avec des conditions les plus apocalyptiques où tu as participé? Ouais, on va dire Tour de King Island. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que cette course, du coup, c'est où c'est en altitude. On devait être à 3000 mètres d'altitude, 3005. L'étape, elle devait faire 200 bornes au mois de juillet. Et sauf que au mois de juillet, en Europe, il fait quand même assez chaud. Et à 3000 mètres là-bas, il fait quand même un peu plus froid. Et on s'est retrouvés, il a plu toute l'étape pendant 200 bornes. Et il y avait des montées et des cols et des descentes et des montées et des cols. Et ça n'arrêtait pas pendant 200 bornes. Et là, au bout d'un moment, tu te demandes, au bout d'une heure sur le vélo, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Du coup, il y a le regard aussi entre chaque coureur que des fois, tu te lances et ce regard qui en dit long et tu te dis, ouais. Là, il y a tout le monde qui est obligé d'aller au bout et c'est une journée qui va rester gravée, c'est sûr, mais une journée qui va être après oubliée. Et c'est peut-être la pire journée, on va dire, dantesque au niveau de la météo en Asie, quoi.
Alors on l'a pas dit, hein, mais bon, bien évidemment tous les auditeurs du podcast, la plupart le savent. Hein, toi, t'es plutôt profilé grimpeur, montagnard. C'est l'ascension, voilà le col, l'ascension la plus compliquée que t'aies eu à affronter dans toutes ces années sur le circuit asiatique. J'ai envie de revenir aussi à ce Tour de Klingelec, parce que c'est peut-être aussi une course qui est folle, parce que l'altitude, c'est pas commun, quoi. Et il y a une étape où c'est encore plus haut, on est quasiment à 4000 mètres d'altitude. Toute l'étape, en fait, ça te fait un tour du lac, et du coup, selon les années, du coup, il y a bordure au bord du lac, et ensuite, tu tournes à droite, et t'as une jolie bosse qui est pas très dure au niveau de la mer, mais qui est très 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 dure, en fait, à 4000 mètres d'altitude. Et c'est peut-être celle-ci, parce que du coup, après, au sommet de cette bosse, c'est une descente et 10 bornes après à l'arrivée. Et ça arrive 2 par 2 ou 3 par 3, mais c'est vraiment un gros chantier, parce qu'il y a déjà tout le monde souvent qui arrive au pied de la bosse qui est déjà bien rincé, parce que souvent il y a eu un vent de face et les bordures juste avant la bosse. Du coup, je te laisse imaginer le chaos, quoi. Luo passe à 3720 mètres d'altitude. Voilà. Et après, sinon, j'en ai une autre de bosse en Indonésie. Cette année, c'était Tour de Banyuwangi. Pour donner une idée, c'est 15% sur 10 bornes. Et les voitures, si elles s'arrêtent dans la bosse, elles redémarrent plus. Elles patinent. Ah ouais. Voilà. Du coup, si ton directeur sportif il s'arrête dans la bosse, tu sais que t'as plus de voiture, quoi. Sinon les supporters au bord de la route, ils arrivent à pousser les voitures pour qu'elles redémarrent. Mais il y a certaines équipes, c'est pas impossible qu'ils laissent la voiture au bord de la route, qu'ils n'arrivent pas à monter en haut s'ils s'arrêtent, quoi, dans la bosse. C'est dingue. T'allais dire un truc Voilà. Thibaut. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ok. Très bien, Lucas. Donc on le dit quand même, hein, cette année, c'est quand même 3 podiums, hein, c'est ça? 3-4 podiums? Ouais, c'est possible. Et après, il y a eu le Tour de Poyon Lake. Malheureusement, en général, je finis 4e. J'étais 3e pendant jusqu'à 3-4 étapes. Après, on a perdu ça sur une erreur un petit peu stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une coureur qui était placée à loin derrière moi, on va dire à 2-3 minutes. Il était à la 10 ou 15e place. Et ça a attaqué pas mal. Et au bout d'un moment, on peut pas surveiller tout le monde. Et du coup, 2.2, pas de radio. Et ce coureur, il est parti. Il est sorti. Shisnek des Parcs Hôtels, non? Oui, c'est ça. Il est sorti, d'accord. Et du coup, il est allé au bout avec 3 minutes 30 et voilà. c'est la vie. Mais même nous, à la fin de l'étape, on ne savait même pas qu'il était dans l'échappée. Et du coup, c'est une erreur stratégique, mais à la fois, c'est pas une erreur stratégique parce qu'il fallait qu'on soit plus vigilant ou autre. Mais voilà, c'est l'effet du vélo, quoi. Il y a aussi cette partie-là qui est intéressante. Shisnek, un coureur très agressif qui vient d'ailleurs sur le circuit asiatique, hein, je sais pas si tu es au courant. Il a signé dans la ligne Nick Stark et donc l'autre équipe chinoise. Il y a une rivalité d'ailleurs avec cette équipe, avec cette autre équipe chinoise qui est qui est en Conti Pro. Non, ils sont en Continental aussi, ils sont pas pro team. Oui, comme nous. Ouais, bien sûr. Et en fait, pour te donner une idée, nous, notre sponsor c'est Anta, eux c'est Li-Ning. Et Li-Ning et Anta, c'est un petit peu comme Nike et Adidas en Europe. C'est les deux au niveau vestimentaire de sport. C'est les deux grosses marques. Du coup, automatiquement, il y a un petit peu une rivalité entre Li-Ning et nous maintenant, quoi. Surtout depuis notre arrivée avec notre sponsor Anta. Donc voilà, donc Shisnek qui fait partie de ces fameux Européens qui vont prendre la direction du continent asiatique l'année prochaine. Lucas, donc pour l'année 2026, donc t'es le premier coureur qui a été annoncé, hein, du côté de ton équipe. Alors pour l'instant, on a les Européens qui ont été annoncés au niveau du recrutement. Le Konichev, Rache aussi qui arrive dans l'équipe, c'est des coureurs que tu connais un petit peu? Konichev, je le connais sans le connaître. Moi, je le connais de nom en fait, mais je le connais pas personnellement. On va dire que je lui ai jamais parlé. Je le connaissais des résultats, des belles performances qu'il fait. Son père aussi qui a été un grand coureur, ouais. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, du coureur lui-même, je le connais sans. C'est pour ça que je le connais sans le connaître.
Mais et par contre, Gasper qui arrive de Parc Hôtel, Aussi, je le connais parce que il courait pas mal en Asie, en Chine, et du coup je le connais un petit peu du circuit asiatique parce qu'avec Parc Hôtel il venait pas mal. Et aussi c'est un bon sprinter et ça va dynamiser aussi un petit peu notre équipe au niveau du sprint. Et avec aussi Konichev dans le train, ça va être pas mal de tous ensemble. Et aussi Konichev, on sait qu'il peut passer un petit peu les bosses, tout ça, du coup à voir. Ah oui, Rache, comment ça peut évoluer. Ouais, c'est rapide, ça punch aussi, ça passe aussi bien les bosses. C'est ça, et aussi c'était important pour nous de trouver un sprinter. Après, on en a beaucoup parlé, et même après c'était un petit peu avec Willy et moi, on s'est dit, ce coureur on le connaît, ça peut être pas mal parce que l'Asia Tour, c'est assez dur aussi au niveau des voyages. Il faut arriver à supporter ça parce que sur une année, ça peut représenter vite, on va dire, entre 8 et 10 décalages horaires, 8 ou 10 longs courriers au niveau des vols. Du coup, c'est quand même des voyages qui sont traumatisants pour le corps. Il faut arriver à les connaître. Et on savait que ce coureur, il les connaissait. Et du coup, on voit qu'il arrive à récupérer des voyages. Et c'était entre guillemets une valeur sûre au niveau de la récupération après ces voyages-là, après le décalage horaire, parce que des coureurs qui ont jamais fait de voyage, ça peut être aussi du qui tout double parce que tu peux tomber malade après un long voyage, tu peux être un petit peu, ça peut être un peu plus dur pour se remettre du décalage horaire. Du coup, il y a toute cette partie-là qu'il faut tenir compte aussi au niveau des courses en Asie, quoi. Ouais, c'est bien, tu es en train de nous préparer l'interview de Pierre Barbier qui a signé en Malaisie à la Terengganu, qui a couru d'ailleurs avec toi à la Delco, Pierrot. Ouais, je le connais bien. Ouais. Du coup, je vais le retrouver l'an prochain. Et s'il nous entend, je lui passe le bonjour et je me languis déjà de courir avec lui, quoi. Et je vais pas sprinter avec lui, mais notre sprinter, il sprintera avec lui. On verra bien. Hein. Non mais on note. Quand on aura Pierrot, on dira voilà ce que Lucas nous a dit, l'adaptation, tout ça. Comment tu prépares ça? Voilà. Non mais tu nous prépares l'interview, c'est bien. C'est marrant quand même qu'on aille aussi jusqu'à ce point de détail pour se dire qu'on va recruter un coureur ou peut-être pas le recruter parce que potentiellement il y a cet aspect voyage à prendre en compte dans les performances du coureur sur le long terme. Oui, c'est ça, parce que comme je te dis, c'est possible qu'un coureur soit bon en Europe, mais par contre le problème c'est si à chaque voyage il est malade avec la clim dans l'avion ou c'est un petit peu plus dur de se remettre du décalage horaire. C'est pas qu'un seul long courrier, c'est pas qu'un seul décalage horaire dans l'année. Du coup, c'est des choses à prendre en compte et c'est important pour la performance, quoi, parce que il y a aussi c'est sûr que c'est important un aspect nutrition au niveau du voyage qui est à tenir en compte parce que c'est encore différent un seul décalage horaire ou 10 ou plus dans l'année, quoi. Pierrot, c'est un sprinter. Voilà. C'est un sprinter. On sait que de plus en plus en Europe, on le voit sur les parcours des grands tours notamment, mais même aussi sur certaines classiques et sur des courses d'une semaine, les sprinters ont de moins en moins la cote. On veut toujours rajouter des bosses, des talus. En revanche, t'en parlais tout à l'heure, très souvent sur le circuit asiatique, on peut retrouver des courses, des sprints, des courses pour sprinters. Coucou Paul Magnier. Oui, il a aimé. Là, il a apprécié, avec des routes quand même relativement larges. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a un véritable attrait? Est-ce que l'Asie, je pose la question, Lucas, est-ce que l'Asie va pas devenir la nouvelle capitale des sprinters si on continue un petit peu à les dévaloriser comme ça sur le vieux continent? Oui, c'est possible, tout à fait. On peut voir avec Li-Ning qui ont signé en 2025 leur sprinter. Et puis Malucelli aussi qui était passé dans ton équipe et qui s'est complètement relancé via le circuit asiatique. Oui, c'est ça. Même du coup là, je suis en train de prendre l'exemple de Li-Ning avec leur sprinter qui ont signé le Danois. Salby qui. C'est Salby. Cette année, il a gagné pas mal de courses. Et puis à la base, on rappelle quand même que quand à l'époque c'était la Rabobank, ils étaient venus il était dans la même équipe que Vingegaard. Et à la base, donc la Visma était venue pour le recruter à l'époque chez Colo Quick, et l'entraîneur de Colo Quick, il a dit bon attendez là, lui il est bien, mais on a un autre mec qui est quand même pas mal, et c'était Vingegaard, et donc ils ont pris Vingegaard, et on connaît la suite de l'histoire. Donc vas-y. Oui, non, pour revenir à ça, c'est pas Salby en plus qui parlait, je crois, c'était il me semble que c'était lui, moi. Oui, c'est Salby. Bon, bref. D'accord.
En tout cas, en 2017, Salby et Vingegaard étaient à vérifier, mais je crois que c'était en tout cas en 2017, ils sont ensemble à la Colo Quick. Donc, Ouais. donc oui, Lucas. Oui, du coup, les courses en Asie, pour le moment, il y a encore, on va dire, c'est mixé entre les étapes ou les courses pure grimpeur ou des étapes sprinter et puncher. Et quand il y a des étapes sprinter, c'est sprinter, quoi. C'est de la grande route et c'est tout plat. Du coup, c'est pour les sprinters. Du coup, il y a encore cette chance pour eux en Asie et c'est sûr, ça peut être un petit peu la niche pour les sprinters ou en Europe. Maintenant, on cherche toujours à mettre une bosse à droite, à gauche en plus, quoi. Ah ouais, non, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la stratégie. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de gros noms du sprint qui vont débarquer sur le circuit asiatique, et puis on en voit déjà des très bons qui arrivent. Au niveau des salaires, est-ce que un coureur, alors après peut-être que ça dépend des pays, des équipes, mais on va dire comparé à un coureur qui serait en France, en Conti, est-ce que le salaire est le même ? Est-ce que c'est un petit peu mieux ? Est-ce que c'est du simple au double ? Ou est-ce que c'est complètement... Est-ce qu'il n'y a pas de règle ? Comment ça, pas de règle ? Non, mais je veux dire, ça peut être différent en fonction des coureurs, en fonction de... Voilà, moi j'ai appris que certains coureurs en Conti, par exemple, peuvent gagner 100 € par mois. Ça arrive dans certaines équipes, pas en France, parce qu'il y a un salaire minimum à tenir, mais même dans certaines équipes européennes, il y a des trucs qui sont complètement hallucinants, quoi. Non, oui, après en Asie, ça varie beaucoup par rapport à ça. D'un pays à l'autre, d'une équipe à l'autre, il y a beaucoup d'écarts. Et après, oui, par exemple, comme des équipes, on va dire les meilleures de l'Asia Tour, il faut pas se cacher, les coureurs, ils sont tous payés, ils sont bien payés aussi sur certains coureurs. Et c'est parce qu'aussi il y a aussi cette partie. C'est pas tout à fait confort de faire aussi autant de voyages, autant de sacrifices, et ça représente aussi beaucoup de moments hors de la famille sur l'année, et ça peut représenter vite, on va dire, 3/4 de l'année. Du coup, il y a toute cette partie-là aussi. C'est sûr, des fois les salaires sont peut-être, les contrats sont un petit peu plus gros que certaines contis ou certaines équipes en Europe, mais après il y a aussi toute cette partie qu'on peut pas imaginer. Qui est pas tout à fait aussi facile. Il y a beaucoup de sacrifices aussi, et peut-être plus de sacrifices sur l'Asia Tour par contre que sur l'Europe Tour, quoi. Il faut être prêt à les accepter, quoi. Clément Venturini, si tu comptes avoir un contrat, va falloir faire des sacrifices. Non, après, ça représente facilement déjà 3 mois en Asie, et plus les courses. Des fois, nous on a quelques courses en Europe, du coup plus les courses en Europe, et du coup la famille, des fois, il y a ces moments-là où sur l'année, c'est sûr que pendant la saison il y en a pas énormément, mais après j'ai envie de te dire, en Europe, quand on voit que toutes les équipes elles partent tout le temps en stage 3-4 semaines, un peu à droite à gauche, du coup à voir. Voilà. Bon, Lucas, on va se projeter un petit peu sur 2026. Est-ce que tu connais un petit peu ton calendrier ? Est-ce que tu as coché des épreuves particulières ? Ouais, écoute, il va y avoir une grosse période qui va être importante pour nos coureurs chinois en février, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent ça les championnats d'Asie, excuse-moi, qui vont se débuter en février. Du coup, tout notre calendrier avant février, c'est 100% concentration pour les Chinois pour ces championnats, parce que du coup, ils ont le titre entre guillemets en jeu, parce que c'est Liu Sanzing qui a le titre aujourd'hui, il est chez nous. Du coup, ils vont essayer de défendre ça. Et ensuite, on commencera la saison probablement sur les courses en Grèce. Les courses de point d'eau en Grèce. Après, normalement, il va y avoir une petite partie européenne de janvier à juin. Et ensuite, tout le calendrier chinois avec juillet, septembre et une partie d'octobre. Après, pour moi, perso, ça va être le pic de forme, on va dire, qui va être calculé sur Tour de Kingailek en juillet, je pense. Il va falloir bien en parler avec l'équipe, mais je pense que ça va être partir dans cette ligne de mire, parce que c'est une course qui me convient bien. Et je tourne de plus en plus autour du top 10 et avec des belles équipes autour, sur cette course-là, je veux dire. Du coup, pourquoi pas mettre un objectif sur cette course. Et en plus, c'est une période qui me convient bien au mois de juillet. Et comme on dit après, comme on a dit avant, après pour la fin de saison, ça fait aussi me faire passer un cap. Parmi les coureurs locaux, Voilà. Lucas,
de la China. Est-ce qu'il y a un coureur, est-ce qu'il y a un jeune qui a peut-être pas forcément encore eu de gros résultats, ou à l'entraînement tu sens que il y a quelque chose à développer? Il y en a pas mal. Hein. Et le problème, c'est qu'il y en a peut-être trop parce qu'ils sont trop de Chinois. Ouais. Mais il y en a pas mal. Après, il faut voir comment ils progressent parce que les talents. Si tu avais un nom à sortir, un petit nom à sortir, Lucas. C'est compliqué. Après, attends, là, tu me prends de court quand même. Ouais. Mais sans dévalider les autres, évidemment. Oui, non, mais parce que en choisirait un, il y a un petit Liu. Ouais. Je crois qu'il était au championnat du monde au Rwanda avec les espoirs ou autre. Il est arrivé dans l'équipe au mois de juillet, il me semble. Ouais, c'est possible, c'est ça. Mais il avait fait des stages avec nous et tout. Et c'est un coureur qui avait jamais couru avant. C'était sa première course là, en fait. Il a jamais couru. Il courait juste au niveau régional, sans plus. Il s'entraînait pour se faire plaisir. Et je pense que s'il s'entraîne bien, si la progression elle est constante, ça peut donner aussi un beau petit coureur, quoi. Mais à voir, voilà. Liu, comment Lucas vient de faire exploser sa carte sur Side Limit. Voilà, comme ça. Il était sous les radars, il n'est plus sous les radars. T'allais dire un truc, Thibaut? Je l'ai perdu, mais je viens de le retrouver, mais ce sera pour la fin. Ah, d'accord. Ok. Les championnats de France, Lucas, parce que bon, t'es coureur, tu pourrais avoir accès aux championnats de France. On t'a pas vu dessus depuis que t'es parti de la Delco, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est aussi dans tes projets d'y revenir? C'est peut-être un petit peu compliqué avec le calendrier de l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est compliqué par rapport au calendrier de l'équipe et c'est aussi, faut pas s'en cacher, juste avant le Tour de Kingailek. Et c'est une course qui est importante pour l'équipe. Et partir sur les championnats de France, ça voudrait dire du coup pas d'entraînement pendant 2-3 jours avant, faire la course et après entre guillemets 2-3 jours de récupération. Et tout ça, on va pas s'en cacher, pour pas marquer de points UCI ou pas beaucoup. Et en plus que je vais prendre le départ tout seul, et si c'est pour être derrière 30 Décathlon ou FDJ, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Ouais, il y a quand même une notion de plaisir à garder, quoi. Oui, c'est ça. Et après, j'ai déjà fait les championnats de France, hein. Mais si c'est pour chaque coureur de grande équipe, de grosse équipe, fasse un contre-la-montre pendant 1 heure et après s'arrête, et après les équipes qui sont pas beaucoup de coureurs fassent les élastiques derrière, du coup, vaut mieux se préparer pour les objectifs de l'équipe, quoi. Après, vous pouvez peut-être récupérer les coureurs français qui courent en Asie. Il y avait Édouard Bonnefoy qui était cette année sur les championnats de France. Il va peut-être reconstituer une équipe. Il y aura Pierrot cette année, mais oui, effectivement. Et si demain il y avait un championnat de France à Marseille, là, ça serait un peu plus. Ça serait différent quand même. Oui, voilà. C'est ça aussi le problème, c'est que souvent, du coup, à cette âge-là, je suis en Andorre. L'Andorre, le problème, c'est que c'est pas non plus, il faut pas s'en cacher, au niveau des aéroports, c'est pas desservi ce qui est desservi le mieux. Et quand les courses sont au nord de la France et tout ça, ça fait vite au final un long voyage pour pas, on va dire, pour pas grand chose entre guillemets, mais c'est un choix aussi, et c'est aussi cohérent par rapport à notre calendrier de l'équipe, quoi. C'est un tout, quoi, en fait. Parfait, Lucas. Tu sais à quel moment l'équipe va être réunie? À quel moment tu retournes en Asie pour... Oui, on va être... ce qu'il y a, c'est que là, c'était potentiellement dans les discussions de faire un stage en décembre. Après, finalement, une chose ou l'autre... le stage, on le fera en janvier. Vaut mieux rester, ils nous ont dit, vaut mieux rester en famille au mois de décembre. Vous restez chez vous, entraînez-vous bien, préparez la saison sérieusement. Comme ça, le mental sera aussi à 100%, même à 300% au début de la saison, parce qu'il y a tout qui compte, quoi. Même que ce soit physiquement, mentalement. Et on va arriver frais du coup en janvier. On ira se faire un stage en janvier en Chine, à l'île de Hainan. Je sais pas si tu connais pas. C'est au sud de la Chine. Il fait un climat assez tropical.
Et on fera la présentation de l'équipe là-bas et ensuite on prendra la direction du coup retour et début de saison en février en Grèce. Tous ces voyages, toutes ces rencontres, ça a dû, enfin ouais, voilà, enfin c'est génial en fait. Enfin humainement, ça a dû te faire, t'as dû recevoir plein de choses en fait. Oui, c'est incroyable parce que quand il y a une course par exemple Tour d'Himalaya, c'est dans le Tibet et quand tu vois que le Tibet en fait c'est une zone qui est inaccessible pour le tourisme. Il faut des autorisations qui sont quasiment impossibles à avoir pour nous Européens normalement. Et via cette course, tu as automatiquement en fait l'invitation. Et du coup, ça permet aussi de voir des paysages, des gens extraordinaires. Et c'est des moments qui resteront, je pense, gravés à vie parce que après, tu fais d'une région à l'autre en Chine, c'est totalement différent. Quand tu passes du Tibet à Shanghai, c'est incroyable. Shanghai, c'est 30 millions d'habitants, c'est une ville qui s'arrête jamais. C'est même pas une ville, c'est une machine, si tu veux. Et c'est pour ça, c'est totalement différent et tu rencontres de toutes les personnes et c'est sûr, c'est des moments aussi à côté du vélo qui sont inoubliables, quoi. Ouais, c'est des aventures que ton parcours atypique dans le vélo ne t'aurait pas offert si tu avais eu le parcours un peu plus traditionnel en Europe, quoi. Oui, c'est ça. Je vais te donner un exemple tout bête, mais par exemple, ça faisait vraiment de Marseille à Shanghai. On a un sponsor qui est de chaussures qui nous permet de faire des chaussures sur mesure. Et la première année, ils m'ont dit, c'était en septembre, de venir. Ils sont à Shanghai, de venir à Shanghai faire mes chaussures sur mesure avec moulées à mon pied. Et de là, ils me disent, ok, y a pas de problème. Tu prends le train, tu prends le métro, c'est telle sortie, tout ça. Mais sauf qu'en fait, à Shanghai, quand c'est tout marqué en chinois, j'ai envie de te dire que là, tu te dis, là, je sais pas si tu vois ce que c'est des missions Pékin Express, mais c'est un petit peu Pékin Express, quoi. Du coup, trouver déjà la sortie la bonne sortie du train, après aller dans le métro, prendre le taxi maintenant, c'était quelque chose que j'arrivais à faire. Et après, arriver à aller jusqu'à l'adresse, c'était pas donné, mais c'était pas joué, mais au final, écoute, c'était mission accomplie. Mais c'est sûr, il y a des moments comme ça, tu te dis, retrouver un Chinois dans 30 millions d'habitants là-bas dans cette ville, au final, ça se fait, écoute, après, c'est une expérience qui te fait passer un palier parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le train, je peux prendre le TGV en Chine tout seul, sans problème, quoi, ça me fait même plus peur. Non, ouais, c'est vrai que voilà. C'est dingue. Tout ça, c'est, voilà, ça vaut autant que c'est des choses qu'on peut pas C'est des choses qu'on peut pas penser quand on est en Europe ou même toi, je pense que c'est dur de l'imaginer, mais je te promets que la première fois, c'est assez incroyable, quoi. Mais tu verras, hein, je pense que plus tard tu verras que tout ça, ça vaut autant, voire plus qu'un immense palmarès. Parce que ça, c'est, tu vois, tous ces gens, toutes ces aventures, tout ce que tu racontes, tout ça, c'est assez dingue. Ouais. T'en avais une petite dernière, Thibaut? T'as dit que t'en avais une pour la fin, Thibaut. Ah oui, mais pour la fin, c'est la clôture. C'est la clôture parce que, quelque part, Lucas nous a teasé quelque chose, c'est qu'il a un objectif. Alors, c'est le moment pression. Va falloir nous dire cet objectif. Je t'invite à le réaliser. Et puis, une fois qu'il sera réalisé, comme Pierre Barbier, revenir dans le podcast. Ah bah oui, hein, parce que c'est la tradition, Lucas. Hein. Chaque fois qu'on a un coureur qui passe dans le coup tordu et qu'en claque une, voilà, il revient faire un petit tour dans le podcast derrière. Voilà. On prend 5 minutes. Okay. Donc voilà, donc on surveille tout ça et puis dès que t'en claques une, tu viens nous raconter un petit peu. On prend 5 minutes et tu viens nous raconter comment ça s'est passé. Ok, pas de souci. Ce sera le comeback. Espérons en 2026. Alors. Ouais, on va te retrouver. Espérons qu'on en fasse une alors ensemble avec aussi Pierre Barbier, même s'il est pas dans la même équipe, ça me fera plaisir de partager ensemble. Alors, si ça arrive en même temps. Très bien. Quasiment. Voilà, on signe. On va noter tout ça, Lucas. Donc on rappelle, on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc tu es présent sur Facebook et sur Instagram, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Lucas de Rossi. Sur Strava aussi, il me semble. Simplement. Sur Strava aussi, ouais. Si on veut admirer mes petits paysages en Chine, tout ça, des fois je mets surtout Strava quand je suis en Chine ou à l'étranger ou en Chine. Je partage un petit peu des photos et tout dessus parce que c'est un petit peu des paysages
qu'on connaît pas et je sais que ça fait plaisir un petit peu à mes amis sur Strava, du coup voilà. Bon, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Alors Lucas De Rossi, Facebook, Instagram, Strava également. On rappelle qu'il y a aussi tes cartes qui sont disponibles sur Cycle Limit. D'ailleurs, je l'offrirai dans le prochain podcast. Alors, j'ai parmi tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage Coup tordu 0, j'avais promis des tirages au sort. Faut juste que je remette. Vous êtes plus de 200 à être passés par notre code de parrainage, donc j'ai changé de smartphone. Faut juste que je remette tous les noms les uns après les autres dans l'appli qui permet de faire les tirages au sort. Donc, ça va prendre un petit moment. Donc, j'avoue, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà. Donc le prochain tirage au sort, j'offrirai ta carte sur Cycle Limit. Lucas, on rappelle que ton équipe, donc la Shine, je rappelle que Cycle Limit n'est pas partenaire de ce podcast. C'est des copains, c'est un projet auquel on croit. Valentin d'ailleurs, le boss de Cycle Limit, qui reviendra aussi très bientôt dans le podcast pour nous teaser un petit peu tout ce qui va se passer en 2026. Et donc voilà, les coureurs de ton équipe qui sont présents, les cartes sont présentes sur Cycle Limit. On rappelle que il y a aussi une partie de la vente des cartes qui sont reversées aux équipes présentes, et donc on parle souvent de nouvelles ressources de revenus pour les équipes. Donc voilà, tout ça ces jeux de fantasy, ça en fait partie. Donc pour intégrer Cycle Limit, Coup tordu 0 avec le chiffre 0, et pour intégrer le jeu et participer à nos prochains tirages au sort, même si en ce moment il n'y a pas de course, mais vous pouvez déjà intégrer le jeu pour préparer la saison 2026. Merci infiniment Lucas pour ce podcast et pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et puis c'était voilà. Allez l'OM pour finir. Ouais, allez l'OM. Écoute, en plus on sait qu'après demain il va y avoir le derby là, un peu, le derby méditerranéen, et c'est pour ça que je rejoins aussi ma copine qui est sur Nice pour pouvoir y assister, et espérons, désolé pour les amis niçois, espérons une victoire de l'OM quand même. Hein. Et, vu la forme des Niçois, à mon avis, si vous le perdez celui-là. Oui. Ouais. Une victoire marseillaise et une petite chute parisienne, ça serait pas mal, quoi. Mais bon, on verra. En temps et en heure. Ça te faisait pas bizarre d'ailleurs en tant que Marseillais de montrer un petit peu la Tour Eiffel à tes collègues chinois? Parce que bon, la Tour Eiffel, c'est pas le. Moi, j'ai toujours en tête l'arrivée. Je sais pas si t'avais vu le Intérieur Sport, André-Pierre Gignac quand il arrive au Mexique. Les supporters donc de son équipe l'accueillent avec des Tours Eiffel en fait. Et c'est surtout ce qu'il faut. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Par exemple, en Chine, moi, quand on me demande, je leur dis je suis français, on me dit Paris, Tour Eiffel. Non, Paris, non. Ouais. La Bonne Mère et Marseille. Non. Ouais. Voilà. Après, il faut dire ce que c'est pour les Chinois. La Tour Eiffel, c'est quand même quelque chose d'important, et non, il était content de l'avoir. Après, c'est quelque chose qui fait plaisir aussi de faire découvrir son pays, parce qu'on sait que la Tour Eiffel, ça fait partie aussi de notre, entre guillemets, notre patrimoine. Après, le sport, c'est le sport. Le PSG, c'est le PSG, l'OM, c'est l'OM, et la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel, et la Bonne Mère, c'est la Bonne Mère. Voilà. Exactement. Écoute, je pense que c'est une belle conclusion pour ce podcast, Lucas. On te souhaite le meilleur pour les semaines qui viennent, et bien évidemment pour 2026, et te retrouver très vite dans le coup tordu. Et voilà. Et pour ceux qui écoutent le podcast, alors on enregistre le 19 novembre, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont écouter le podcast après le 21 novembre. Donc il y en a qui écoutent le 22 là, et qui vont écouter peut-être dans des mois, dans des années, qui auront le résultat de ce Nice-Marseille. Donc voilà, donc ils vont rire ou pas rire en écoutant ce qu'on vient de dire. Surtout, il y en a certains qui, grâce à toi, vont s'intéresser à ce circuit un peu plus asiatique qui est en plein essor. Ah oui, on le suit. Oui, j'espère, et c'est quelque chose d'intéressant, surtout qu'aujourd'hui il y a quand même une mondialisation du vélo, et c'est un circuit qui intéresse de plus en plus, parce qu'il faut voir le nombre de CV que l'équipe reçoit, et les nouvelles arrivées, que ce soit avec Pierre Barbier ou que ce soit avec d'autres coureurs aussi qui sont dans les effectifs des équipes étrangères, et maintenant les étrangers dans les équipes asiatiques, ça représente peut-être plus de 50% de l'équipe. Du coup, c'est un pourcentage qui est énorme, quoi. Ils le vivent comment, ça, les coureurs locaux d'ailleurs? C'est positif parce que ça tire le niveau vers le haut, ou il y a quand même un petit peu, ça peut faire grincer des dents parce que forcément à la fin ça fait moins de contrats? C'est positif, c'est peut-être entre guillemets une petite balance. Après, il faut savoir que l'an prochain en Chine, c'est à
à contrôler, à valider tout ce que tu veux, mais je crois que l'an prochain, pour les courses en Chine, une équipe chinoise, on est dans l'obligation d'aligner au moins 2 coureurs chinois au début de la course. D'accord. Voilà, à confirmer ou à voir ou autre, mais je sais que c'était pour parler et je crois que ça a été accepté. Et c'est quelque chose qui est peut-être bien pour les coureurs chinois parce que si il y a l'autre côté l'essor des coureurs chinois qui est important, l'essor des coureurs asiatiques qui est important. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est bien pour eux, quoi. Après, quand on parlait de Pierre Barbier à Ferrangounou, je sais que je cours pas mal avec eux aussi. Et ils ont toujours un petit peu des Malaisiens au départ. Du coup, je pense qu'ils sont contents d'être là aussi, les Malaisiens. Et pareil en Thaïlande, il y a quelques équipes et les équipes thaïlandaises, ils font courir les Thaïs aussi. Et ils ont une équipe nationale qui est souvent présente. Du coup, c'est pour ça. C'est un petit peu une balance, mais pour nous, pour en Chine, je crois qu'il y a cette nouvelle loi, on va dire, ce nouvel article de loi qui est sorti et pour 2026. Mais à confirmer. On n'en avait pas parlé dans le coup tordu d'ailleurs. Il me semble que c'est un coureur de la Terengganu. À un moment donné, il y a une échappée matinale qui va au bout de tête. Ça te dit quelque chose, Thibaut? Oui, c'est ça, ouais. L'échappée matinale va au bout, donc étape complètement plate. Donc victoire d'un coureur, un coureur des Rockets, Kiffin. La joie qu'il a eue sur la ligne d'arrivée en étant deuxième. Ouais, le coureur de la Terengganu. T'as vu ça ou pas, Lucas? Ah, oui, c'était à Tour de Langkawi, non? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'est leur coureur malaisien ou leur coureur indonésien? Ouais, c'est l'indonésien, non? Ouais. Oui, je le connais en plus, ouais. Ouais, je m'en souviens, ouais. Mais alors c'est complètement dingue parce qu'il est battu, il fait 2 et il lève les bras comme s'il avait gagné, quoi. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu nulle part. Oui, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est incroyable. Le Tour de Langkawi, c'est trop série. Et ce qu'il y a, c'est que moi je parle au nom des Chinois, mais je pense que eux c'est pareil au niveau des coureurs tout dans l'Asie. Pour eux, dans la tête, ils disent un coureur européen, il est automatiquement plus fort que moi. Mais pourquoi penser comme ça dès le début? C'est ce qu'on disait par exemple à Du Sanzing, quand il courait avec des coureurs européens, il disait non, mais c'est un coureur européen, il est plus fort que moi. Mais non, c'est pas qu'il est européen qu'il est plus fort que toi. Tu peux être plus fort que lui, c'est pas interdit de le battre. Et du coup, ils ont, je pense, tous plus ou moins cette mentalité qui sont asiatiques, du coup, ils sont automatiquement inférieurs. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils pensent que c'est plus comme ça, quoi. C'est plus comme 10 ans en arrière, quoi. Maintenant, ils peuvent être au-dessus des coureurs européens et ils le sont souvent. Et c'est quelque chose qui est bien dans leur progression, quoi. C'est des discussions que tu as avec tes équipiers. Tu sens que tu dois un petit peu travailler le mental pour qu'ils gagnent en confiance. Oui, comme je te disais, par exemple, par rapport à Du Sanzing, quand on cherchait les points UCI pour la qualification des JO, au départ, il nous disait non, aujourd'hui je peux pas gagner. Mais non, pourquoi tu peux pas gagner? Parce qu'il y a des coureurs européens, des équipes européennes. Mais non, mais tu es au-dessus de ces coureurs européens, tu es au-dessus de ces équipes européennes. C'est pas que tu es chinois, c'est pas que tu es asiatique, que tu es en dessous. 10 ans en arrière, c'est peut-être comme ça, mais il faut pas directement programmer le cerveau que tu es en dessous de certains coureurs parce qu'ils sont européens et parce qu'ils sont pas du même continent que toi. Ah, surtout lui, voilà. Lui, il est sur Guangxi, il me semble que l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait une sélection chinoise, il avait pas été ridicule, hein. Ça avait été de mémoire, ça avait été encourageant. Donc lui il est assez monstrueux et donc puis après c'est vrai que dans l'idée aussi Rosli qui faisait 2e de cette étape sur le Tour de Langkawi, c'est vrai aussi que sur une étape de plat aussi de cette manière 99,95% du temps en général c'est sprint, hein, donc je comprends aussi quelque part ça joue, en tout cas c'était frais et beau à voir, quoi. Ouais, ça fait plaisir aussi, même si c'est pas de la même équipe ou autre, ça fait plaisir aussi de voir des coureurs asiatiques, d'autres équipes émerger et battre d'autres coureurs. Du coup, ça prouve aussi la fiabilité et le sérieux de l'Asia Tour des équipes asiatiques, quoi. Parfait. Je crois qu'on s'est fait un joli podcast. Voilà. Merci encore, Lucas. Et à très Merci vite. Merci à toi. Et allez. À très vite dans le coup tordu. Ciao, mon Thibaut. Merci. Allez, ciao. Et à très vite pour un prochain épisode. Ciao, les amis. Ciao, merci.